Bonsoir à tous à la une de ce journal magazine des 20h de ce dimanche. Privé du groupe 3 suite à une panne brisque, la centrale hydroélectrique de la Chopo va bientôt reprendre sa capacité habituelle pour fournir à Kisangani et ses environs de l'énergie électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et énergie préoccupé par cette situation est allé personnellement suivre l'évolution de ces travaux aux côtés du directeur général de la SNEL SA. Des images à suivre dans ces journaux. La campagne s'est vide et les centres urbains se remplissent anormalement. Une surpopulation dans des zones urbaines qui impacte négativement sur les politiques de développement. La création des pôles économiques serait l'une des solutions pour freiner la ruée vers l'or. C'est d'ailleurs le grand format de ce soir. Place à l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine. Tout d'abord, cette question et la réponse qui s'ensuit immédiatement. Le service national serait en train de renaître de ses cendres. Eh bien oui, plus qu'une renaissance, il s'agit d'un véritable retour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé cet après-midi des cantines de vente dans des casernes de produits agricoles du service national. Les camps colonel Tchachi étaient les sites pilotes. Le camp colonel Tchachi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchachi qui a été choisi comme camp pilote pour le lancement de cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police, accompagné de la distinguée première dame. Deux temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. De moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité pour la relance de ses activités tant agricoles, notamment par l'acquisition des équipements et matériels modernes, qu'est l'encadrement des jeunes de forêt et ceux venant des groupes armés qui équipent notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. Sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018 contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2022, en 2020 et 5000 tonnes en 2021. Et une production attendue de 10 000 tonnes de maïs en 2022 dans le seul centre de Kanyamakas. Prenant enfin la parole, le chef d'état-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main-d'œuvre du service national, constituée également des anciens Koulouna, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Célestin Mbala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ces produits agricoles. Les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat de produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupables de violation des consignes fixées par la plus haute hiérarchie à bon entendeur seul. Après les discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement les cantines de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchachi. Personnellement, comme étant président des enfants de militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes des militaires et policiers à Kinshasa et à Lubumbashi avant de s'étendre sur l'ensemble du pays à un prix démocratique de 18 000 francs congolais le sac.
Merci Guilain Kabalundi pour ces reportages. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis. Au menu, les raffermissements des relations dans plusieurs domaines entre les deux pays. C'est un reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi 11 septembre à la Cité et de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats arabes unis et représentant personnel de son Altesse Cheikh Mohammed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. I want to express my thanks and gratitude to His Excellency the President. Je souhaite remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et Cheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et qui est une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats arabes unis, deuxième puissance économique du Golfe Persique après l'Arabie saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membre influent de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Parlons de la coopération RDC-Égypte. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutumbudoula Apala, a échangé avec son collègue égyptien. Suivez. Entre Alger et Kinshasa, les relations se réchauffent. En visite officielle à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères algérien de la communauté nationale à l'étranger vient d'être reçu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Avec Christophe Lutumbudoula Apala, Ramtan Lamamra a évoqué les bonnes relations bilatérales qui existent entre Kinshasa et Alger. Le ministre algérien est en République démocratique du Congo, porteur d'un message du président algérien à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs des diplomaties ont également abordé les sujets d'intérêt commun et la présidence de la RDC à l'Union africaine. Les deux États entretiennent des relations historiques et ils comptent bien les renforcer pour des générations futures. Pour rappel, un des acteurs importants de l'histoire politique congolaise, Moïse Tshombe, est mort à Alger, capitale de l'Algérie. Le député national René Ochoudi a construit un bateau pour désengorger la province du Sankourou. Suivez cela en images et commentaires. Dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Ochoudi Olamba, député national élu de Lubumbashi, a construit un bateau qui porte le nom de sa regrettée maman Ouachema Kosso. Le député national voudrait par cet apport désengorger Lumumba-Ville et ses environs de Kinshasa vers Benadibele jusqu'à Djondo, Samwangua. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette manifestation. Les députés nationaux, le premier vice-président et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de Transport et Voies de Communication et celui du Commerce, Jean-Lucien Boussa. Après le mot du représentant de la famille, l'honorable Ochoudi a pris la parole pour expliquer le sens de son geste. La dotation de ce bateau, c'est pour concrétiser les paroles du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie de la population et désenclaver l'intérieur du pays. Il a promis à la population de réduire les prix de transport à bord de ce bateau 2 fois moins cher. Comme impact, première chose, je dois voir au niveau de notre population. La population, pour que nous les prix au niveau de l'espace Grand Kassai et au Sankourou en particulier, que c'est une maman acheter un sac de sel à 20 000 francs, aujourd'hui, et puis l'acheter à 16. C'est-à-dire que non, moi j'ai diminué le prix pour soutenir les actions du chef de l'État. Vous les Le ministre des Transports et Voies de Communication a demandé aux députés et tout homme de bonne foi de suivre l'exemple de l'honorable Ochoudi pour que tous ensemble, avec le chef de l'État, la RDC soit développée. C'est l'honorable Jean-Marc Kabounte, premier vice-président de l'Assemblée nationale,
qui a inauguré ce bateau en coupant le ruban symbolique. Peu après, les invités ont fait une randonnée et ont constaté la puissance des moteurs de ce bateau. Parlons enseignement dans ce journal pour des réformes claires à l'enseignement supérieur et universitaire. Les états généraux des LESU lancés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sont dans leur deuxième journée. La place de la personne vivant avec handicap, la démographie du personnel de ces secteurs, les systèmes LMD au sein de l'armée, autant des sujets évoqués au cours de cette deuxième journée. Edith Chala nous en parle dans ses reportages. Après la cérémonie d'ouverture, les participants aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire sont entrés au deuxième jour dans le vif du sujet. Des thématiques comme les étudiants handicapés à milieu universitaire, abordées par Christian Matezo, président d'une association des personnes vivant avec handicap, rappellent les difficultés des malvoyants, par exemple, sans omettre le calvaire des autres handicapés dans le système éducatif actuel. Je demanderai à nos autorités étatiques mais aussi universitaires de prendre en compte la participation des handicapés dans les établissements universitaires sans discrimination. Le professeur Bernard Lututala est revenu sur la démographie du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et universitaire. Le nombre de professeurs est très bas, la plupart dépassent la cinquantaine, alors que les systèmes LMD exigent plus d'enseignants du supérieur. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani s'arroge la part du lion et de s'interroger sur la pertinence de l'idée du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, qui pensait à une affectation d'office des jeunes professeurs avec prime de bourse. Mais il faut régler la question de ces établissements-là qui n'ont pas de personnel. J'ai dit tout à l'heure que 61% des professeurs ordinaires sont concentrés à Kinshasa. Faut-il aller jusqu'à affecter, un peu comme dans l'armée, d'office, les professeurs qui terminent leur thèse pour leur dire, toi tu vas aller à Bengabissa, toi tu vas aller à Likasi, que tu le veuilles ou non, et peut-être te payer une prime de brousse. Le général Mouland, directeur de l'école des guerres de Kinshasa, est revenu sur ce que font les militaires, mettant en exergue leur avance sur le LMD, mais plaidant en même temps pour une collaboration et surtout un accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement supérieur universitaire accompagne effectivement l'école de guerre, pas seulement l'école de guerre, même l'académie de Kananga, parce que l'académie de Kananga forme les gradués. Et si déjà le ministre il dit qu'il ne veut pas voir deux systèmes dans un pays et que toutes les universitaires doivent s'arrimer dans le système LMD, alors nous sommes obligés au niveau de l'armée aussi de nous arrimer. Ce deuxième jour a révélé le caractère multisectoriel et multidimensionnel des états généraux et a rassuré sur l'issue de ces assises qui vont du 10 au 14 septembre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Je le disais dans les titres, est privé du groupe 3 suite à une panne brusque. La centrale hydroélectrique de la Chopo va bientôt reprendre sa capacité habituelle pour fournir Kisangani et ses environs de l'énergie électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Olivier Mwenzemu Kaleng, préoccupé par cette situation, est allé personnellement suivre l'évolution de ces travaux aux côtés du directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kaya. Notre envoyé spécial, Marie Kalong, nous propose ceci. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, représente le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo après Kinshasa et Lubumbashi. L'absence de l'électricité représente un véritable problème pour les opérateurs économiques et pour tous les services et besoins spécifiques de la population. Pendant son séjour à Kisangani, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu Kaleng, qu'accompagnait le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan, s'est rendu à la centrale de la Chopo. Constat fait, les différents groupes sont en panne et le troisième n'est pas à mesure de produire l'électricité. Face à cette urgence, une task force a été créée pour suivre de plus près l'évolution de la situation. On attend une pièce maîtresse qui doit revenir des ateliers ACP de l'ICACI. Dès que cette pièce revient, les techniciens vont pouvoir la remonter sur la troisième turbine de façon à alimenter la ville en électricité. Donc c'est pour la fin du mois d'octobre. Puis on va mettre une task force en place avec la SNEL, avec le gouvernement provincial pour travailler d'arrache-pied. Soyez patients, nous sommes tout à fait conscients de ce cas de détresse.
À côté de la centrale de la Chopo se trouve l'usine de traitement d'eau potable de la Régie des eaux Chopo, usine ayant une capacité de 30 000 mètres cubes pendant le régime normal. Olivier Mwentemkaleng a reçu les explications sur son fonctionnement. Et pour marquer son passage dans cette usine, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a laissé ses empreintes dans le livre d'or. Pour rappel, Olivier Mwentemkaleng a été chaleureusement accueilli par les Boyomais et Boyomaises, dont les membres du parti politique ACO, qui l'ont considéré comme l'homme de la situation. Parti de Kinshasa le samedi 11 septembre dans l'avant-midi, c'est tard dans la soirée que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a regagné Kinshasa. Payer l'impôt, c'est participer au développement de son pays. Les artères de Kinshasa, la capitale, ont connu une ambiance toute particulière avec une caravane motorisée initiée par la coordination pour le changement des mentalités CCM et ce, dans les cadres de la campagne sur le civisme fiscal et la gestion des deniers publics et génie d'Ada Chabani. Cette caravane motorisée organisée par la coordination pour le changement des mentalités CCM, l'une des structures de la présidence de la République, est un volet de la campagne de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple. Cette campagne était organisée en partenariat avec les ministères des Budgets et des Finances ainsi que les régies financières. Le chef de ces projets, Jacques Kambala Tshilombo, coordonnateur adjoint des CCM, explicite ces projets. Tout le monde nous reprochait l'État de mal gérer les fonds publics et voilà, les contribuables ne se sentaient plus intéressés à répondre à leurs devoirs constitutionnels de payer les impôts. Maintenant, avec cette campagne, nous voulons atteindre les deux couches. Sans les impôts, sans les taxes, sans les redevances, nous amputons l'État de ce moyen de nous offrir des services de base. Le coup d'envoi de la caravane motorisée était donné au boulevard Triomphal avec comme message phare « Payer l'impôt pour la reconstruction de notre pays ». Pour susciter l'appropriation de la culture du civisme fiscal par la population, les cortèges s'est ébranlé sur l'avenue Libération en passant par Prince de Liège, avenue de Loya, Kassavoubou jusqu'au point de chute, le rond-point Moulard. Tout au long du parcours, la population était sensibilisée sur le civisme fiscal. Les résultats de cette campagne est d'inciter la culture fiscale et la gestion responsable par la population est une balise pour la maximisation des recettes et l'amélioration du social du Congolais. Il n'est resté plus que ça pour permettre l'acheminement rapide de produits vivriers vers les grands centres de consommation dans le sud d'Ubangui. Deux nouveaux ponts construits par l'Office des routes sur le financement du l'UNOPES, des ouvrages inaugurés par le gouverneur des provinces Théo Ngwabidjekasi. Construit par l'Office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, financement additionnel, les ponts modulaires métalliques SAO 1 et SAO 2, situés respectivement au PK37 et au PK42 sur la RP 322, axe Kolongo-Boujala-Yakamba, dans le territoire de Boujala. Ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province du Chubangui, Jean-Claude Mabezek-Baïbens, au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité, ainsi que le directeur provincial de l'Office de route, structure pérenne de l'État, l'ingénieur Didinzuzi Kitukila, qui a aisément décliner les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de province, dans son adresse, a remercié le président de la République, chef de l'État, et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages. D'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à son gouvernement ainsi qu'à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est officiellement de lancer l'utilisation de ponts SAO 1 et SAO 2 par les usagers de la route. C'est des ouvrages qui étaient attendus depuis très longtemps et aujourd'hui, vous avez vous-même vu la satisfaction de la population. Je crois qu'avec ce qui s'est fait ici et de l'autre côté à Boujala, ça donne l'espoir que cette province va bientôt décoller.
Ici est de noter que la construction de ces 2 premiers ponts sur un lot de 8 est un motif de fierté pour le directeur Didinzuzi Kitukila qui a eu des mots justes pour mettre en exergue le leadership de son directeur général. Les hommes se sont dévoués jour et nuit pour pouvoir construire ces ouvrages et aujourd'hui on les a inaugurés par l'exécutif. Donc bref, l'office de route est satisfait. Nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission, celle qui nous a été assignée. Et je rends hommage à mon directeur général, M. Herman Mutima Sakrini, pour son leadership qui fait en sorte que l'office de route, jusqu'à preuve du contraire, reste au-dessus de la mêlée dans le domaine de notre prédilection. La République démocratique du Congo, à l'heure de l'ouverture des accords pour plus d'échanges entre la RDC et la Turquie ont été signés. C'est là l'une des grandes activités déployées par le chef de l'État durant la semaine qui vient de s'achever, la semaine du président, avec Pierre Kibambeso Moïsa. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours en Turquie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Ankara le lundi pour une visite officielle de 3 jours sur la terre turque. La coopération bilatérale multisectorielle entre Kinshasa et Ankara a été au menu des entretiens que le président de la République a eus avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre de 2 chefs d'État a été couronnée par la signature de 3 accords bilatéraux dans le domaine du tourisme, de la protection des investissements et de la lutte contre la fraude. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Recep Tayyip Erdogan ont aussi exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Ankara à travers des échanges économiques et commerciaux avec comme objectif d'atteindre un volume de 250 millions de dollars américains à moyen terme. Au cours d'un point de presse à l'issue de ces échanges, le président de la République a annoncé que la RDC va nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la Turquie dans les secteurs notamment de l'agriculture et des mines. Le président de l'Union africaine a par ailleurs exprimé la nécessité de la tenue en Turquie au mois de novembre prochain du sommet Afrique-Turquie. Toujours en Turquie, les hommes d'affaires membres du patronat turc ont eu l'opportunité de rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui ils ont eu des échanges relatifs à leurs investissements en République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ils étaient au total une quinzaine de patrons d'entreprises de différents secteurs miniers, des infrastructures routières, des nouvelles technologies, de l'énergie et de l'immobilier. Au sortir de l'entrevue, ils ont salué le sens d'écoute et l'esprit d'ouverture du chef de l'État. Durant son séjour à Ankara, le président de la République a visité par ailleurs les mausolées érigés en hommage à Gazi Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Mon souhait est que cette visite, la première d'un chef d'État de la RDC, constitue la base d'une solide amitié et d'une coopération fructueuse mutuellement bénéfique pour nos 2 pays, a consigné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le livre d'or du mausolée. La semaine qui vient de s'achever a été riche en actualité. La semaine en 5 dans une sélection des Bobettes et Ngali Samba. Des médecins conseillent en assurance à l'école pour élargir leurs connaissances dans la couverture santé universelle à toute la population. Renforcer les compétences de ces médecins, une session de formation lancée par la ministre d'État en charge de l'emploi. Arrivé à Kinshasa cette semaine d'un lot important des vaccins Moderna, dont du gouvernement américain au gouvernement congolais. Un nouveau vaccin pour élargir la possibilité aux personnes qui veulent se faire vacciner de choisir librement. Un mois après la levée de la grève, les médecins menacent de renouveler leur mouvement. À la base, le non-respect des engagements du gouvernement. Selon le syndicat des médecins du Congo, la situation doit être redressée pour rétablir la paix sociale. Un nouvel ultimatum a été lancé.
Pollution de la rivière Kasaï, la distribution de l'aide aux sinistrés tarde toujours et les victimes collatérales continuent d'utiliser l'eau de la rivière. Entre-temps, les vrais ménages victimes doivent être recensés pour bénéficier réellement de l'aide du gouvernement. Élèves identifiés de l'Institut Saint-Georges, ils sont auteurs des images pornographiques sur les réseaux sociaux. Le conseil de discipline les a définitivement exclus de l'école et n'ont plus accès aux écoles catholiques. Leur sort est jeté. Cet épisode vient rappeler à la société à travers la famille la responsabilité des parents dans la formation intégrale de leurs enfants, l'avenir du pays. Parlant infrastructure, une partie de saut de mouton de 2 bonhommes endommagés à cause d'un accident provoqué par un camion remorque. Pas de perte en vie humaine, mais l'ouvrage est hors service, causant ainsi des embouteillages dans cette partie de la capitale. Présentation cette semaine de l'annuaire statistique 2020 produit par l'Institut national des statistiques. Il s'agit ici d'un outil qui servira de tableau de bord pour faciliter la gestion responsable de la République. État de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé cette semaine une réunion de sécurité pour évaluation. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent depuis ce vendredi à Lubumbashi, la réforme de l'enseignement universitaire au cœur de ses assises. Des nouvelles du Congo profond, un pont de liane de fortune jeté sur la rivière Lubumbashi relie 2 rives du territoire de Kanyama. Un calvaire pour cette population qui crie au secours. Comme annoncé au début de ce journal, la campagne s'est vidée, les centres urbains se remplissent anormalement, une surpopulation dans des zones urbaines qui impactent négativement sur les politiques de développement. La création des pôles économiques serait l'une des solutions pour freiner la ruée vers l'or. C'est le grand format de ce journal magazine signé Gina Wabiwa. Au premier regard, Kinshasa donne l'impression d'être une ville surpeuplée. Avec des embouteillages devenus monnaie courante, la concentration de la population aux arrêts des bus et sur les grandes artères de la ville. Sans statistiques fiables, l'observateur non averti affirmera l'hypothèse selon laquelle la capitale quinoise est victime d'une concentration de la population. Parmi les causes, il y a les difficultés. Les difficultés de tenir dans un environnement X font en sorte que la population puisse quitter cet environnement-là pour aller dans un autre environnement qui offre les conditions qu'ils n'avaient pas avant. Les manques d'emploi, les manques des établissements d'école, les manques d'un bon marché. Autant Kinshasa est la capitale, autant tout est centralisé ici. Donc les gens de l'intérieur, ceux qui sont dans les provinces, trouvent leur solution que à Kinshasa. Donc il y a une centralité, une centralisation des structures administratives au point que tout le monde court vers Kinshasa pour résoudre son problème. Que faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs? Un accent particulier doit être mis dans nos provinces. Ce sont des entités territoriales décentralisées. Et de créer les mêmes conditions-là que la jeunesse suit dans des grands centres. Ces mouvements-là de va-et-vient de la capitale vers l'intérieur ou de l'intérieur vers la capitale devait être identifié. Le problème devient de plus en plus inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les statistiques de personnes qui viennent à Kinshasa. La construction des nouvelles villes serait une solution pour certaines personnes. Le mieux serait de construire des nouvelles cités. Et il ne faudrait pas construire une nouvelle cité isolée comme ça. Il faudrait que l'emploi soit à côté parce que c'est l'emploi qui attire la population. Prenez le cas de la Gécamine. La Gécamine, après s'être installée, a eu à construire la cité pour ses employés. Et à côté, il y avait des écoles où les employés envoyaient leurs enfants. Et à côté de l'école, il y avait des centres de santé. Et les supermarchés vont voir le jour, les activités vont naître. Et c'est la vie tout entière d'une ville ou d'une cité qui va
voir le jour. Les gouvernements de la République a quant à lui initié des projets futuristes, à l'instar du projet Kitoko, pour étendre la ville quinoise. Chronique dans ce journal, c'est l'œuvre de Médard Mbouyal Mangal, notre confrère. Bonsoir Médard. Bonsoir Yvette. Oui, votre réflexion sur la normalisation des prix à payer pour bâtir un état de droit. Médard, dites-nous, les prix à payer, c'est pour quoi faire? Disons tout de suite que la source d'inspiration, c'est un ouvrage de testament rédigé par Dr Cléophas Kamitato Massamba, et son dernier ouvrage qu'il a intitulé Quilombo ou le prix à payer. Et lorsque nous nous retrouvons dans le contexte actuel, tous les actes que l'on est en train de poser pour donner un contenu à l'état de droit, il y a toujours un prix. Et c'est comme dans l'amour, il faut toujours apprendre à payer la dot, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au sommet de l'État. Le chef de l'État engage la République en payant la dot de tel ou tel autre objet, et c'est ça qui rassure une manière de sécuriser tout le monde. Alors, un objet de valeur a un prix. Et donc, tout ce que nous voulons obtenir d'une manière ou d'une autre, cet objet-là a un prix et il faut que quelqu'un puisse payer. Et c'est quoi les prix à payer? Le prix à payer, mais je donne un exemple. La paix, le prix à payer dans la partie orientale du pays, c'est l'établissement de l'état de siège. Ça, c'est le prix que l'État est en train, en instaurant l'état de siège, l'État est en train de payer le prix de la paix. Et on est en train d'avancer de cette manière. Et lorsque vous suivez à travers le contrôle initié par l'IGF et l'intervention de la justice avec autant de procès, autant de gens qui sont amenés à Makala, donc l'État est en train de payer le prix de normalisation en termes d'image sur le plan à la fois national, sur le plan international, sur le plan régional. Donc il y a un prix, l'image, la respectabilité de la République démocratique du Congo dépend de l'image que l'on est en train de diffuser à l'extérieur. Et donc, il faut poser les actes. Et ces actes sont en train d'être posés par des responsables de plusieurs institutions. Revenons, par exemple, ce qui est en train de se dérouler maintenant à Lubumbashi, l'enseignement. Rendre l'université compétitive. C'est à la fois fournir des ressources matérielles et des ressources financières, des ressources humaines pour que l'université brille de nouveau. Et parce qu'en fait, on est en train de rêver au salaire, du moins pour le traitement mensuel, au salaire de 1960. Depuis qu'on a quitté l'indépendance, depuis l'indépendance, on n'a plus jamais retrouvé pour les professeurs d'université ces moments-là. Donc c'est devenu un moment de rêve, et ça fait partie de ces... Entre-temps, on est en train de former des gens. Il faut tout de suite dire que le nombre de professeurs d'université ne dépasse pas ou n'atteint pas 5000. Encore que 5000, c'est trop. Donc, on est loin d'atteindre le chiffre de 5000, malgré le nombre assez important d'universités qui existent. Mais ce qu'on semble ignorer, c'est que les doctorants, ce sont des professeurs dans l'antichambre. Ce sont ces professeurs qui sont en train d'attendre, ou des enseignants dans l'attente, qui aimeraient que le gouvernement puisse jeter le regard sur eux. Et le dernier élément, puisque nous parlons de l'enseignement, il y a aussi le fait de ce qui nous concerne. Oui. Il y a aussi en vue les états généraux des médias et de la communication. Là, ça aussi, ça pose problème parce qu'il y a toujours eu un lien entre les médias, la démocratie et, si vous voulez, le pluralisme. Parce que les médias sont au service de l'information et une bonne information doit être crédible. Mais est-ce que tout le monde est appelé à se verser dans le secteur de l'information? Ce n'est pas très sûr. Oui, comme nous parlons de l'enseignement et l'enseignement des bases pour tous les enfants congolais, où en sommes-nous? Mais l'État a payé le prix. Et le prix, vous le connaissez, c'est la gratuité. La gratuité a permis de ramener un plus grand nombre de ces enfants. Si au niveau de grandes villes, la ville de Kinshasa, ce n'est pas trop visible parce que Kinshasa est la ville la plus monétarisée. Donc, à la fin lorsqu'on regarde la circulation de la monnaie à travers tout le pays, c'est d'abord Kinshasa, après Kinshasa, Lubumbashi, et Goma, et Matadi. Ce sont les villes les plus monétarisées. Et donc, lorsqu'on parle de la gratuité, l'on a ses pieds à Kinshasa, ça ne signifie pas grand-chose. Mais il faut se retrouver au village. Et c'est là que vous sentez le prix que l'État congolais a payé pour obtenir
la gratuité de l'enseignement de base. Oui, et Médard, quel prix pour l'université? Je veux dire, l'université, être compétitive, c'est rayonner. Il faut un grand pays, de grandes universités, de grands hommes scientifiques, de grands laboratoires, de grandes productions scientifiques. Il faut que des productions scientifiques soient à la dimension de la République démocratique du Congo. Et ça ne peut être à cette grandeur que si il y a un coût à la fois financier, le coût sur le plan humain, la qualité des hommes que l'on est en train de former, la qualité des professeurs d'université, et comme j'ai dit, mais tout ce qu'on est en train de préparer pour prendre la relève dans l'immédiat, ce sont les doctorants que j'ai appelés des enseignants qui sont dans l'antichambre. Merci à toi, Médard Mbouyal Mangal, pour cette réflexion. Poursuivons ce journal. Construction d'un grand dallo pour relier Kikimi et Kimwenza. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sur financement du Fonds national d'entretien routier FONER. Une fois ces travaux terminés, on peut facilement partir de la commune des Matete et Njili pour atteindre celle de Mongafula. Images et commentaires. Nous sommes ici sur la route Kikimi-Kimwenza, une route d'intérêt majeur qui connaît souvent un flux important de la population qui se déplace en passant par Kimwenza Gare, la route Sekomaf pour atteindre le centre-ville de Kinshasa. Et donc, le désengorgement était une nécessité et cela passe par le pont. Ce pont en dalle d'alors, démoli pour le besoin de la cause, va être remplacé par un dallo en béton de 6 mètres de longueur, capable de résister aux intempéries, ainsi supporter la charge des véhicules et des passants. Le chef de chantier de l'office de route donne de précisions. Là, on fait un dallo qui nous prend à peu près 6 mètres de longueur, qui permet à ce que les quartiers qui étaient coupés avec l'autre quartier soient accessibles. On a commencé depuis les 3. Du fait que les quartiers étaient coupés, la circulation était devenue compliquée. On était obligé de détruire l'ouvrage qui était en place, donc de faire la démolition des éléments en béton et des éléments en béton non armés. Et par après, on a fait la déviation pour dévier un peu la rivière. Signalons que ces travaux de construction de ce dallo à Kimwenza ont été financés par le FONER, le Fonds d'entretien routier, et exécutés par l'Office des routes. L'on pourra désormais avoir des réponses sur tout ce qui touche à la famille. La maison des familles, c'est les lieux et cadres appropriés. Une maison des familles vient de voir le jour ici à Kinshasa, une œuvre de l'association Batoto Congo Joseph Oscar Mbalkaïch. C'est un cadre de réflexion collective à même de transformer la pensée en projet et en action. La première maison des familles, œuvre de l'association Solidarité Batoto Congo, a été inaugurée ce jour. Elle a pour vocation d'accompagner les personnes dans diverses démarches individuelles et les encourager ainsi dans la participation sociale et citoyenne pour le développement de la RDC. L'initiatrice et présidente de l'association Solidarité Batoto Congo, dont fait partie la maison des familles, Laura Masela, s'est réjouie de cette réalisation. Nous sommes un appui, nous sommes un pilier sur lequel les politiques s'appuient pour pouvoir réaliser leurs actions. Cette maison des familles en est bien un exemple. Vous pouvez en être collectivement fiers. Que vive la maison de famille Imani. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. La maison des familles Imani tient à un accompagnement global. Il ne sera plus question d'enfermer les familles dans la seule problématique du lien parent-enfant, mais bien plus de considérer tous les éléments du contexte de vie avec un accent particulier sur les conditions d'éducation. Ainsi, la maison de famille offre cette possibilité de partage d'expériences entre les parents et les enfants. 10 ans au service de la promotion de droits humains, c'est à la fois peu et beaucoup. L'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage a dans son actif plusieurs réalisations, mais en si peu de temps, une journée d'anniversaire célébrée en présence du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouelas, un reportage de Médard Mbouyal Mangal. Les juristes congolais de renommée nationale et internationale sont tous unanimes. Le combat de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage est un combat pour la promotion
d'un état de droit. Et pour cause, l'état de droit a comme socle la justice. Tous les intervenants triés à la volée ont salué une décennie de travail de hackage et de maître Georges Kapiamba, avocat au barreau de Lubumbashi. Il y a donc 10 ans, un groupe d'avocats congolais se sont retrouvés pour donner un contenu à une œuvre sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la société civile congolaise. Placé au devant de la scène pour défendre les droits humains dans le gouvernement des warriors, Maître Albert Fabrice Puela a démontré que les droits de l'homme sont l'alpha et l'oméga de toute gouvernance. Et comme la question est transversale, il est important de souligner que les droits socio-économiques font partie intégrante des droits humains. Avec un champ ainsi élargi, on comprend dès lors que la lutte contre la corruption et les contrôles pour le détournement des deniers publics initiés par l'IGF s'inscrivent dans la stratégie de promotion des droits humains. De plus en plus, l'image des hackages se confond avec la personne de maître Georges Kapiamba. La plupart ont tout perdu et d'autres redémarrent une nouvelle vie après une longue période difficile de l'épisode Kamwina Sampou. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR a procédé à l'enrôlement des déplacés dans les Kasaï. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kasaï. Représentant assistant chargé de la protection du UNHCR, Paco Mengo Mengame, a souligné à l'ouverture de cet atelier tenu à Chikapa que ce projet a pour objectif. L'opération d'enrôlement a pour principaux objectifs de recueillir les données permettant de cibler efficacement afin de faciliter les services d'assistance et de protection en faveur des personnes déplacées internes. D'avoir des données crédibles sur les déplacés internes pour supporter les activités d'assistance du HCR et des autres acteurs humanitaires à travers Global Distribution Tool et l'assistance en cash. Il s'agit pour nous ici de pouvoir procéder à un véritable transfert de compétences en faveur des autorités dans le domaine de l'enregistrement biométrique. Les administrateurs de ces territoires de la province du Kasaï, leurs adjoints, le représentant des communautés de personnes déplacées et rapatriées, ainsi que les organisations et associations humanitaires ont pris part le deuxième jour à l'atelier Camp Coordination Camp Management, CCM en sigle, qui s'inscrit dans le contexte du renforcement de capacités des autorités et acteurs humanitaires sur les situations de la communauté de personnes déplacées et rapatriées. Rappelons que ces deux assises organisées à Chikapa par UNHCR se sont déroulées du 30 au 31 août 2021. Politique, le nouveau comité directeur de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS vient d'être installé. Christine Mantsoni Mantsanga est à la tête de ces comités. C'était au cours d'une cérémonie d'installation présidée par le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouyanoudi Alembikaï. Les trains de la redynamisation de la Ligue des femmes de l'UDPS est en marche. Ce samedi 11 septembre 2022, les membres du comité de la Ligue des femmes de l'UDPS nouvellement nommés ont été investis par le secrétaire général de ces partis. Le comité chapeauté par Christine Mantsoni Mantsanga a pour mission de donner un nouvel élan à la Ligue des femmes pour que celle-ci sorte d'une profonde léthargie qui l'a caractérisée ces derniers temps. Prenant la parole, la présidente de la Ligue des femmes a appelé ses camarades femmes à l'unité et à l'amour du parti de fait, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, pour faire triompher l'UDPS aux élections de 2023. Son mandat sera plus axé sur la formation de la femme et la participation de ces dernières aux instances décisionnelles du pays. C'était aussi l'occasion pour les numéros 2 de l'UDPS de fixer l'opinion sur des infox propagés dans les réseaux sociaux contre la direction politique de ces partis. Pour Augustin Kabouya, cette cérémonie est une preuve éloquente qui prouve que les femmes de l'UDPS restent loyales à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'UDPS. Les heureuses nominées ont tenu aussi à exprimer leur gratitude au chef du parti pour la confiance
et la reconnaissance de leurs combats politiques. À la Ligue des femmes de l'UDPS, plus rien ne sera comme avant. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.